Bonjour et bienvenue aux grandes entrevues du service de soutien à la formation. Aujourd'hui, nous rencontrons Noël Boutin qui nous fera part de sa vision de l'enseignement et de l'apprentissage. Noël Boutin est professeur au département de génie électrique et génie informatique de la faculté de génie depuis bientôt 30 ans. Il s'est vu décerner au cours de sa carrière plusieurs distinctions honorifiques, dont la médaille Léonard de Vinci, du bureau des gouverneurs de la faculté et à plus d'une reprise par les étudiants et étudiantes la plaque Jacques Bazinet en hommage à son dévouement, sa disponibilité et ses qualités reconnues d'enseignant. Il a aussi été vice-doyen à l'enseignement de 93 à 97. Il s'intéresse à la pédagogie universitaire et plus particulièrement à l'intégration de la dimension humaine en ingénierie. Il est l'un des artisans de la réforme majeure des programmes de baccalauréat en génie électrique et en génie informatique qui est basé principalement sur l'apprentissage par problème et par projet. Alors, Noël Boutin, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, vous pouvez peut-être nous expliquer si votre façon de concevoir l'enseignement, l'apprentissage a beaucoup évolué au cours de ces 30 années de carrière. En fait, ma façon de concevoir l'apprentissage n'a pas beaucoup évolué. Par contre, ma façon de concevoir l'enseignement a radicalement changé. Et je m'explique. Quand je suis devenu professeur, c'est parce que finalement, j'aimais apprendre, puis j'aimerais partager mes connaissances avec les autres. Alors, je trouvais que c'était un emploi rêvé. On me payait pour apprendre. On ne peut pas demander mieux que ça. Alors, j'ai mis beaucoup d'efforts à bâtir mes cours. À l'époque, là, je commençais et puis je me disais, il me semble que avec la ferveur du jeune débutant, je me disais, je peux faire mieux que les autres qui ont passé avant moi. Alors, je mettais beaucoup d'efforts à préparer chacun de mes cours, tous les concepts que j'avais à passer. Je me documentais beaucoup. Je n'étais pas satisfait. Quand je lisais quelque chose dans un volume, je ne comprenais pas trop. J'allais voir beaucoup dans d'autres ouvrages, jusqu'à temps que je sois maître du concept que je voulais maîtriser. Et tout au long du processus, je rédigeais des notes de cours parce que je n'étais jamais à l'aise avec le matériel pédagogique des autres. Il fallait toujours que je m'approprie finalement ce que les autres avaient écrit de différentes sources, le tourner à ma façon, puis rédiger mes propres notes de cours. Une fois que tout ça était fait, que j'étais satisfait de mes notes de cours, je les mettais entre les mains des étudiants. Et puis là, je m'en allais en avant de la classe, puis je leur exposais ça, comme je pensais que ça devait être fait. Et puis là, je leur demandais de me poser des questions. S'il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas dans ce que j'avais écrit, dans ce que j'avais dit, tout ça. Alors, moi, je trouvais ça fantastique parce que ça me permettait de valider si ce que je comprenais, ça avait de l'allure, puis ce que je disais aux autres, ça avait aussi de l'allure. Alors, d'année en année comme ça, je peaufinais mes notes de cours, je m'améliorais, je devenais finalement un expert en contenu. Mais il y a une chose qui me fatiguait, c'est que mes étudiants, eux, il me semble que d'année en année, ça ne s'améliorait pas. Puis là, je ne comprenais pas trop ce qui se passait parce que je me disais, je posais des questions à l'examen, je regardais les résultats, je me disais, ils n'ont rien compris. Là, je retournais à mon bureau, je disais, il y a de quoi là, dans mes notes de cours qui n'est pas correct. Rebâtis mes notes de cours, change les affaires, modifie, explications différentes. Là, je retournais la prochaine fois en avant des étudiants, puis je recommençais encore. Même résultat. D'année en année, je trouvais que... Moi, j'évoluais beaucoup, alors je devenais un expert en contenu. J'apprenais une affaire épouvantable. J'aimais ça, enseigner comme de cette façon-là, parce que ça me permettait de m'améliorer de fois en fois que je donnais le cours. Mais mes étudiants, eux autres, ils étaient toujours au même point. Je ne réussissais jamais à sortir le jus que je voulais sortir de mes étudiants. Je trouvais... J'expliquais quelque chose, puis 10 minutes après, ça cognait à mon bureau. Les étudiants venaient me poser une question. Je me disais, t'es-tu en classe? Ils n'ont rien compris. C'était toujours comme ça. Ça me fatiguait, une affaire épouvantable. Puis comme j'avais, comme la majorité des profs d'université, aucune formation en pédagogie, bien, je ne savais pas trop ce qui se passait. Je me disais, c'est-tu moi qui n'est pas correct? C'est-tu les étudiants qui ne sont pas corrects? Pourtant, rendu au niveau universitaire, l'élagage a été fait. Les étudiants qui arrivent à l'université, c'est des super bons étudiants, donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. Ça m'a pris du temps avant d'essayer de cerner le problème. Durant le temps où j'ai été vice-doyen à l'enseignement, je me suis consacré beaucoup à la lecture
lecture sur la pédagogie, sur l'évolution des sciences, de la pédagogie. Et puis là, j'ai été à l'école d'été de la pédagogie universitaire. Puis là, j'ai commencé à saisir un petit peu plus ce qui en était derrière ça. Et petit à petit, je me suis arrivé à la conclusion que finalement, la leçon magistrale, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour apprendre. C'est très bon pour le professeur. Puis ma perception s'est confirmée là, en l'an 2000, quand j'ai mis la main sur un volume de pédagogie qui disait essentiellement ça. Ça venait confirmer ce que je pensais, dans le sens où les deux auteurs de cet ouvrage-là disent essentiellement la personne qui profite le plus de la leçon magistrale, c'est le professeur. Il se garde le meilleur rôle, c'est-à-dire c'est lui qui fait toute la synthèse de l'information, il la rédige dans sa façon de voir les choses, il va l'exposer aux autres pour s'assurer qu'il a bien compris. Alors, là, je me suis dit, hop là, et la leçon magistrale, là, il va falloir qu'on fasse autre chose. Et petit à petit, je me suis mis à essayer d'autres formules pédagogiques que la leçon magistrale, amener les étudiants à réfléchir en classe, leur soumettre des problèmes. Alors, j'ai en fait redécouvert à mon propre compte l'apprentissage actif, sans m'en rendre compte. Mais au fur et à mesure que je me suis documenté avec sur la pédagogie, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose d'intéressant là. Et c'est d'ailleurs ça qui a été le cœur de notre réforme là, en génie électrique, génie informatique. C'est cette prise de conscience-là qui a amené des changements dans le rôle, dans votre rôle comme professeur, finalement. Oui, bien, je peux dire que je ne suis pas le seul maître d'œuvre de la réforme. Là. Je veux dire, c'est comme une prise de conscience, je dirais, collective au département d'un groupe de professeurs qui voulaient faire quelque chose pour améliorer. Ça ne veut pas dire que nos étudiants, de la façon traditionnelle dont on les forme, n'étaient pas bons. Ça veut juste dire qu'on voulait plus. Mm-hmm. On voulait plus, puis on voulait que nos étudiants aussi acquièrent des compétences professionnelles qu'ils ne pouvaient pas acquérir par la leçon magistrale. Ce n'est pas en étant passif, en écoutant un professeur, qu'on peut acquérir ces compétences professionnelles. Donc, ça a été le début, je pense, de la réflexion majeure dans ce sens-là. Alors, le rôle du professeur, maintenant, vous le définiriez comment? Je pense que le rôle du professeur, c'est par opposition à ce qu'on peut connaître du rôle traditionnel où le professeur est là pour, je dirais, déverser sa science sur les étudiants en espérant que ça rentre, ça, comme l'analogie des cruches vides là, qu'on a emplies. Là. Je pense que c'est pas mal terminé, ça, ce rôle-là. Les connaissances sont accessibles. On n'a pas besoin d'aller en classe puis de les redire. Moi, je vois beaucoup plus le rôle du professeur comme étant celui qui doit mettre les étudiants dans des situations problématiques dans lesquelles ils doivent se poser des questions. Ils doivent remettre en cause leur base de connaissances, puis pour pouvoir résoudre ces situations problématiques-là, être obligé d'aller acquérir des nouvelles connaissances, mettre en application et développer leurs compétences pour être capable d'arriver à solutionner ces problèmes complexes-là. C'est dans ce sens-là, finalement, que la préoccupation de l'apprentissage, de comment apprennent les étudiants, est devenue plus importante dans votre quotidien de prof. Faire en sorte de créer des situations où les étudiants vont devoir comme bâtir leurs propres connaissances et les approprier. C'est un peu dans ce sens-là que ça s'est Oui, je pense que c'est de déplacer le focus du prof vers les étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant, dans mon esprit, c'est lui qui est maître d'œuvre de ses apprentissages. On aura beau se forcer puis faire tout ce qu'on peut faire pour faire une présentation magistrale d'éclat, ça ne veut pas dire que l'étudiant qui est en face de nous a tout saisi en écoutant seulement ce qu'on a à dire. Donc, il faut absolument amener l'étudiant à réagir devant une situation problématique puis être capable de dire, ben voici, avec ce que je sais, je suis capable d'aller jusque-là. Et là, il me manque des connaissances pour être capable d'approfondir davantage ce problème-là. Donc, je vais aller les acquérir, puis ensuite, je vais les mettre en application dans la résolution de ce problème-là. Donc, le rôle du professeur, c'est un rôle qui est peut-être encore, je pense, plus difficile maintenant
qu'il l'était avec la leçon magistrale. Parce que la leçon magistrale, on contrôle tout. C'est pas compliqué. Donc, on est maître de tout ce qu'on dit en avant et tout ça. Donc, on dit aux étudiants, là, taisez-vous, écoutez-nous. Okay? Alors que maintenant, c'est l'inverse. Et on dit aux étudiants, parle, je t'écoute. Il peut nous sortir n'importe quoi. Il peut nous déstabiliser en avant d'un groupe. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile, le rôle de prof à ce moment-là, parce qu'un prof, c'est à l'aise quand ça a des réponses toutes faites, comme un étudiant. Donc ça sait exactement. Moi, là, après 30 ans, là, dans une leçon magistrale, je sais exactement ça va être quoi la question de l'étudiant, puis ma réponse est déjà prête. Mais dans un contexte d'apprentissage par problème, c'est plus ça, là. Peut-être parce que je n'ai pas encore assez d'expérience avec cette méthode-là. Peut-être que si je restais en enseignement encore 20 ans, je pourrais dire je les connais toutes, les questions des étudiants, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, faire le passage d'un à l'autre, c'est pas facile. Et puis, ça demande aussi du professeur de réfléchir davantage pour pondre des situations problématiques complexes, plutôt que de décortiquer la matière en petits morceaux, bien casé, puis tel concept, c'est à telle place, telle place, telle place, puis on n'a pas besoin d'emboîter tout ça. Là, il faut essayer de trouver un problème qui emboîte plusieurs concepts, puis qui n'est pas juste disciplinaire en même temps. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile pour un professeur qui a l'habitude d'être disciplinaire, puis moi, je ne sors pas de ma discipline, puis le restant, c'est les autres qui vont le faire. Donc, ça implique nécessairement un apport interdisciplinaire. Ça demande au professeur de s'approprier des choses qui sont hors de sa discipline. Si on pense, par exemple, en génie, où c'est facile de pondre des problèmes purement techniques. Donc, le professeur est très à l'aise là-dedans, c'est son domaine, il va pondre un beau problème technique, sauf que c'est complètement dénaturer les choses. Dans la vraie vie professionnelle, l'ingénieur qui va sortir, on ne veut pas qui raisonnent de cette façon-là, qui prennent le problème, puis qui le dénaturent, puis qui disent « Oui, du point de vue technique, c'est telle solution que ça l'amène, puis c'est réglé. » Alors qu'il y a bien d'autres choses à tenir en compte autour de ce problème technique-là. Donc, c'est là qu'est la difficulté. Donc, on est modèle de rôle pour les étudiants. Si, comme professeur ingénieur, moi, je m'intéresse juste à la technique, l'étudiant ingénieur va dire « Ben oui, mais qu'est-ce que ça me donne de regarder les autres dimensions? Mon professeur modèle de rôle, c'est juste à ça qui s'intéresse. Ça veut dire que le restant, ça n'a pas d'importance. » Mais si on commence à rentrer des considérations éthiques là-dedans, des considérations sociales, là, l'étudiant va dire « Hop là, le problème, c'est plus vaste que la partie technique seulement. » Alors, c'est pour ça que je dis que le travail du professeur dans la préparation de son matériel pédagogique, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça l'était avec la leçon magistrale de ce point de vue-là. Ça doit être un changement qui se fait sur une longue période pour changer ces façons de... Oui, c'est un changement de culture important, je pense, chez les professeurs. Et puis en plus, c'est vrai que lorsqu'on attaque un programme de formation puis qu'on le voit comme un tout cohérent, puis qu'on dit, bon, bien, à la fin du programme de formation, on espère amener nos étudiants jusqu'à tel niveau de compétences puis définir ces compétences-là, ça demande à ce que le programme de formation reste un tout cohérent tout le long. Ça veut dire qu'en brisant le programme de formation en session, il faut que à l'intérieur de chaque session, ça soit aussi un tout cohérent. Puis pour que ce soit un tout cohérent, bien, il faut former des équipes professorales de session pour que ces équipes-là puissent pondre du matériel pédagogique avec le regard de ce qui s'est fait avant puis de ce qui s'en vient après. Puis que tout le monde accorde leur violon pour dire, à l'intérieur de cette session-ci, c'est ces choses-là qu'on veut développer chez nos étudiants. Donc, ça change le rôle du professeur dans le sens aussi qu'il doit faire équipe avec ses confrères. Alors ça, la culture universitaire n'est pas très, très favorable à ça, dans le sens où un professeur, habituellement, c'est quelqu'un d'individualiste qui, traditionnellement, est comme un capitaine de navire dans sa classe, il contrôle tout. Dans une certaine mesure, il peut faire à peu près ce qu'il veut dans sa classe, en autant qu'il reste en dedans d'une certaine balise, puis tout le monde est content. Il n'a pas besoin de se préoccuper de ce qu'il y a eu avant, de ce qu'il y a après.
et il va comme il pense que ça doit aller. Donc, s'il est à l'aise avec tel sujet, il va embarquer là-dedans avec ses étudiants. S'il n'est pas à l'aise, il ne touchera pas à ça. Donc, il s'en va comme ça. Alors, ça l'aide pas bien à la cohérence. Donc, ça, c'est une nouvelle dimension, je pense, une nouvelle culture avec laquelle les profs, surtout les profs de carrière, là, les jeunes profs sont peut-être plus malléables que les profs de carrière de ce point de vue-là pour réussir à faire équipe. Et puis aussi, ça prend du temps, faire équipe. Et là, c'est un compromis entre recherche et enseignement. Où c'est que je mets mon temps? Il y a 24 heures d'une journée. Je pourrais y revenir tantôt là-dessus. Donc, le fait de faire partie d'une équipe qui partage la même conception du rôle du professeur est un atout important pour soi-même aller plus loin dans cette nouvelle conception-là. Finalement, un prof isolé là, qui aurait fait votre réflexion puis qui arriverait sans le support des autres aurait plus de difficulté à transformer ce rôle-là quotidiennement dans son enseignement. Moi, je pense, là, sincèrement, qu'un professeur tout seul, isolé, qui veut s'embarquer dans une démarche de réforme de son cours, puis qui décide de prendre l'approche, l'apprentissage par problème ou par projet, il n'y arrivera pas. Il a besoin des autres. Okay? Non seulement il a besoin des autres, mais c'est parce que ses étudiants vont dire « Qu'est-ce qui te prend, toi? » Les autres ne font pas ça dans la session. Okay? J'ai 5 cours, moi, puis tu es le seul à me demander ces choses-là. C'est beaucoup plus exigeant pour les étudiants de procéder de cette façon-là, parce que là, ils sortent de leur rôle passif pour devenir actifs. Donc, on demande des choses. Il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils s'investissent, qu'ils aillent lire. C'est pas tout mâcher puis tout donner. Alors, le pauvre prof qui se lance là-dedans tout seul, moi, je lui dis bonne chance. Ce serait pas bien vu. Okay? Il faut, je pense, y aller un bloc session au complet, sinon on ne touche pas à ça. Tantôt, vous abordiez la question d'avoir une vision plus large, par exemple en génie, de tenir compte des questions éthiques, sociales, etc. Ce qui m'amène à vous demander si parler de la culture générale, je ne sais pas si vous associez éthique et éléments sociaux à la culture générale, là, mais est-ce que parler de culture générale maintenant, c'est encore de mise, en particulier dans le domaine des sciences et en génie? C'est toujours de mise de parler de culture générale, ça c'est certain. Je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'on entend par culture générale. Là. Dans mon esprit, culture générale, c'est l'ensemble de nos connaissances qui se rapportent à tout ce qui s'est passé avant nous, ce qu'on vit présentement, puis ce qu'on anticipe de ce qu'il va y avoir dans l'avenir. Donc, ça touche tous les domaines de connaissances et non pas juste le domaine de spécialisation dans lequel on se trouve. Donc, c'est sûr que c'est de mise de parler de culture générale, puis on doit le faire, mais je pense que la responsabilité revient à chacun aussi d'acquérir cette culture générale-là. Il ne faut pas attendre d'une formation universitaire qu'elle va former tous ses étudiants pour qu'ils acquièrent une culture générale. Ça doit être fait avant ou en parallèle? Ça doit être fait continuellement, je pense, par les personnes. Et c'est à chaque personne que revient cette responsabilité-là. Donc, si on demande d'incorporer dans les programmes universitaires, des programmes professionnels, plein de choses, on n'y arrivera pas, là. Un programme, c'est fermé. Nous, chez nous, c'est 120 crédits. Donc, ce qu'on peut faire, nous, comme professeurs, c'est ouvrir les étudiants à ces dimensions-là en leur soumettant, comme je l'ai mentionné tantôt, des problématiques qui touchent différentes dimensions autres que techniques pour les sensibiliser à ça, pour qu'ils puissent s'enrichir. Mais c'est toujours à chaque personne que revient la responsabilité, finalement, d'acquérir cette culture générale-là. Puis on n'a pas besoin d'être à l'université pour ça. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, par exemple, comme mon père, ont un niveau de scolarité très bas, mais qui sont très, très ouverts à tout ce qui se passe, lisent beaucoup, se tiennent au courant de tout ce qui se passe dans le monde, se font une idée, sont capables de critiquer, d'avoir un esprit critique face à ce qui se passe. Et c'est ça, je pense, qu'on doit essayer de former chez nos étudiants, cet esprit critique-là, de remettre en question
tout ce qu'ils voient autour d'eux, de ne pas prendre pour acquis ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent. J'ai toujours dit à mes étudiants, moi, la première rencontre que j'ai avec eux, du temps où je faisais mes leçons magistrales, voici mes notes de cours, ne prenez rien pour du cash de ce qu'il y a là-dedans. Il y a plein d'erreurs là-dedans. J'en suis certain, mais je ne sais pas. C'est à vous de me dire où sont mes erreurs, finalement. C'est la même chose quand on prend un volume. On dirait que quand on a des notes manuscrites ou quand c'est des feuilles qui ne sont pas reliées, les gens sont suspects. Mais à la minute que ça vire en livre relié, ça devient comme la Bible, ça, là. Moi, je dis, un instant, là, c'est pas parce que c'est dans un volume que c'est la vérité. Au contraire, il y a toujours plein d'erreurs et il faut avoir un esprit de discernement, un esprit critique. Et surtout, de plus en plus maintenant, où on a accès à une librairie fantastique écrite par on ne sait qui. Si on se met à prendre pour du cash tout ce qu'il y a là-dedans, on va dérailler quelque chose de rare. Donc, il faut absolument développer cet esprit critique-là chez nos étudiants, leur apprendre à tout remettre en question, tout le temps. Donc, ça, c'est fondamental dans mon esprit, là, pour qu'ils se posent des questions, des bonnes questions. Je pense que l'étudiant finissant d'un programme devrait avoir plus de questions à poser à la société quand il sort que de réponses à donner. Moi, je pense là, que c'est la clé là, d'une bonne formation. Et donc, c'est plus une question d'attitude intellectuelle, là, si je peux dire, que de connaissances spécifiques. C'est plus une question d'ouverture, de sens critique. C'est plus ces éléments-là que vous mettez sous le vocable de la culture générale. Mais le rôle des professeurs là-dedans, puisque ce sont des éléments qui ne peuvent pas faire partie du programme comme tel, c'est ce que vous sembliez dire, le rôle du professeur est plus un rôle de stimulateur, de... Bien, c'est-à-dire, quand je dis, on pense qu'il faut nuancer, il y a des choses qu'on peut mettre dans un programme, mais on ne peut pas tout mettre. Alors, on ne peut pas faire un bac en génie puis avoir en même temps un bac en sciences humaines, là. Il faut être réaliste. Sauf que la formation en génie inclut des dimensions d'éthique, inclut des aspects sur la société, tout ce qui touche le professionnalisme, c'est dedans. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis, quand on pond des problèmes à soumettre à nos étudiants, il faut toucher ces dimensions-là. Donc, les profs doivent s'approprier ces choses-là, pas dire, ben moi, c'est pas mon secteur, ça, on va laisser un autre d'arriver d'ailleurs, donc d'une autre faculté, qui, lui, va venir vous parler de ça. Moi, je touche pas à ça. Okay? Donc là, l'étudiant dit, ah ouais, un ingénieur, ça n'a pas besoin de toucher à ça dans ce cas-là. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a un travail à faire de la part des professeurs, c'est de s'approprier ces dimensions-là, puis de ne pas avoir peur d'en parler aux étudiants. Pas juste dire, nous, on regarde l'aspect technique, puis avec les autres, vous verrez ça. C'est dénaturer complètement ce que les étudiants vont avoir à vivre. Donc, l'apprentissage par problème oblige, d'une certaine façon, à être un peu plus cultivé, là, d'avoir une vision un peu plus large du rôle d'un ingénieur, par exemple, puisque les problèmes touchent à des éléments qui ne sont pas strictement et directement liés au génie, comme l'éthique, comme oui, absolument. le social. C'est là, je pense, quand je disais tantôt que c'est plus difficile, pondre des problèmes, c'est qu'il faut inclure ces dimensions-là. Il faut arrêter de les dénaturer, ces problèmes-là, puis inclure ces dimensions-là pour que nos étudiants puissent travailler sur des problèmes qu'ils vont rencontrer en pratique. Et puis, ça va permettre aussi aux étudiants de, je dirais, d'être moins arrogants, entre guillemets, dans le sens où nos jeunes ingénieurs, quand ils terminent, ont toujours le sentiment de « je maîtrise la situation, je suis capable de résoudre un problème technique, je m'en vais dans la vraie vie, on me soumet un problème, je le résous du point de vue purement technique. » Au lieu de se dire, oups là, qu'est-ce que ça touche d'autre? Quelles sont les personnes qui vont être touchées? Est-ce que, par exemple, l'environnement, est-ce que je dois me poser des questions sur l'environnement? On en a eu des exemples pleins là, qui nous sont venus à l'idée là, ces dernières années. Là. La ligne des cantons, par exemple. Du point de vue technique, c'est un projet fantastique, ça. Mais les gens qui sont touchés par ça, est-ce qu'on en a tenu compte? Je ne veux pas dire que le projet n'est pas correct, mais je veux dire,
toutes les questions là, où les personnes sont impliquées. Puis la majorité des cas, c'est ça. Je veux dire, on ne fait pas un projet technique pour un projet technique, là. Et moi, ça me questionne beaucoup parce que avec les moyens techniques dont on dispose présentement, on peut faire des choses fantastiques. On s'embarque dans des produits, là, on voit sortir ça, là, ça n'arrête pas, là, des versions différentes à chaque année, à chaque 6 mois, à chaque 2 mois. Excusez. Une nouvelle caméra qui sort, n'importe quoi. On met ça entre les mains des consommateurs. La plupart de ces produits-là ne sont pas recyclables. Okay? Ça a été produit pour que ce soit le plus faible coût possible. Mais il y a des ingénieurs derrière ça. Et moi, je me dis, ces ingénieurs-là, ils ont une responsabilité sociale. Okay? Ça donne quoi, sortir des modèles et des modèles et des modèles différents à chaque année? On pourrait dire la même affaire du côté de l'automobile ou n'importe quoi. C'est ce désir effréné de consommation qu'on crée artificiellement, parce qu'on n'a pas besoin. C'est ça mon plus gros problème, moi. C'est au lieu d'avoir on a des moyens techniques fantastiques, puis on les utilise comme mal. Puis c'est pas parce que je suis en génie que je dis ça, là. Je veux dire, c'est pareil partout. Au lieu de nous simplifier la vie, ça nous accapare. Et je le vois aussi à travers même nos programmes de formation. Je veux dire, on dispose de moyens et puis, normalement, ça devrait nous simplifier la vie, ça. Mais si on nous regarde aller, on travaille, il me semble, 2 fois plus qu'avant. Vous pensez à quoi dans les programmes de formation, par exemple, pour illustrer votre propos? Bien, ce que je veux dire, c'est qu'on demande beaucoup à nos étudiants. Moi, je trouve qu'on demande beaucoup. Puis comme l'université aussi demande beaucoup à son corps professoral. Okay? Avant, on disposait d'ordinateurs qui étaient très rudimentaires. Puis là, on se disait, hey, si on avait quelque chose de plus puissant que ça, on réglerait nos affaires rapidement puis on aurait plus de temps libre à faire autre chose. Là, on dispose d'outils super puissants, mais ce qu'on fait, c'est qu'on veut aller plus vite avec ça. Toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc, on veut produire plus vite. On veut mettre sur le marché des produits avant le compétiteur. Donc, on fait travailler le monde 24 heures par jour pour pouvoir produire plus vite, être les premiers, être les premiers, être les premiers. Donc, c'est cette tendance-là là, que moi, j'ai de la misère avec ça. Je me dis, à quelque part, on devrait réfléchir et se dire, a-t-on vraiment besoin de ça? Étant donné qu'on dispose de ces outils-là, on devrait se dire, OK, faisons ce qu'on a à faire, puis arrêtons, puis occupons-nous à autre chose. Ça se posait anciennement la Société des loisirs. J'ai jamais vu passer ça, moi, là. Au contraire, c'est l'inverse qui se passe. Et cette prise de conscience-là que vous faites, vous souhaitez que les étudiants le fassent aussi dans le cadre de leur formation. C'est donc un nouveau rôle aussi qu'a à jouer le professeur pour essayer de faire en sorte que les ingénieurs sortent de leur programme avec une vision un peu moins utilitaire et plus globale, finalement, une vision plus large de leur métier. Oui, oui. Moi, je souhaite que nos finissants remettent en cause quand ils vont aller travailler pour des employeurs. Les employeurs n'aimeront peut-être pas ça, mais au lieu d'embarquer dans la mouvance actuelle, de dire un instant, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller, notre société, ou si on veut aller vers autre chose? Et c'est là, je pense, que les universités ont un rôle important à jouer et qu'ils ne jouent peut-être pas. Parce que des fois, je me questionne beaucoup sur ce que les universités font comme mouvance dans leur programme. Je me dis, les universités devraient peut-être réfléchir, elles aussi, à quel genre de société on veut avoir. Au lieu d'embarquer dans cette roue, je dirais, infernale, là, économique, où les universités sont en compétition les unes avec les autres. Et les universités, ça serait quelle université offrirait le meilleur programme ou le nouveau programme qu'ils vont avoir le plus d'étudiants, vont aller chercher les clientèles. Et c'est une grosse business économique à l'université, finalement, quand on regarde ça comme faux. Là. Et puis là, bien, on force le corps professoral à améliorer ses programmes de formation pour aller chercher des clientèles.
Je veux dire, c'est le même pattern, on dirait, qu'une entreprise privée, à un moment donné, les universités. Alors, c'est la production pour s'accaparer la plus grosse clientèle des étudiants. Pourquoi il n'y a pas une concertation de la part des universités, quelque part, à un moment donné, qui disent « Oh là, c'est assez, là, revisons notre mission, puis intéressons-nous à autre chose. » L'université, c'est la place où on forme les leaders de demain, ça. Et si on ne change pas le cap, les leaders qu'on va sortir, ça va être les mêmes du même type qu'on a actuellement, sinon pire, parce qu'on essaie toujours d'être le plus concurrentiel possible, de manger son concurrent. C'est une roue sans fin. Moi, je désespère des fois. Je me dis, comment on va faire pour s'en sortir? Autant on consomme à l'extérieur de l'université, autant l'université force à ce que ces personnes qu'elle forme amènent les gens à consommer. Il y a une roue là, qui tourne, là, qui doit s'arrêter à un moment donné. Donc, l'université doit reviser sa position là-dessus, je pense. Avec l'axe de réflexion que vous proposeriez, si on voulait se pencher sur la question de la mission de l'université, je parle de l'enseignement, ce serait de concevoir le système universitaire autrement que comme un mode de production, autrement que comme sous un chapeau économique seulement. La rentabilité économique en premier lieu. Il y en a qui vont dire Noël Boutin, il déraille complètement. L'université a besoin d'argent pour vivre. C'est sûr. Je suis conscient. Je l'ai dit tantôt, c'est comme une business. Ça. Moi, si mon salaire, il vient de quelque part, mon salaire. Mais c'est comme si à quelque part, puis là, je reporte quasiment le problème là, sur le financement universitaire. Je ne voudrais pas qu'on s'embarque là-dedans, mais je veux dire, si l'université est prise dans ce cercle vicieux-là, c'est peut-être parce qu'elle manque de financement à quelque part qui fait qu'on aurait un financement qui est complètement détaché et qui dirait, votre mission, là, revisez-la, puis faites quelque chose pour le mieux-être de la société, le mieux-être dans le sens non économique de la chose. Alors, à ce moment-là, peut-être que les jeunes professeurs pourraient avoir le temps de réfléchir à autre chose que ce qu'ils font présentement. Moi, en tout cas, peut-être parce que je suis en fin de carrière, mais j'aimerais pas être jeune professeur dans l'état actuel de la situation. Je les regarde aller, nos jeunes professeurs, chez nous, puis je me dis, bonjour, on leur en demande beaucoup plus, me semble, que quand moi, je suis rentré il y a 30 ans comme professeur. Aujourd'hui, un professeur, là, chez nous, en tout cas, là, pour qu'il puisse avoir des promotions, là, il faut qu'il soit entrepreneur. Il faut qu'il se batte pour aller chercher des contrats. Il faut qu'il s'entoure d'une kyrielle d'étudiants gradués. Il faut qu'il publie à tour de bras. Il reste-tu du temps à penser? Si vous aviez, par exemple, à animer une table ronde, là, où est-ce qu'on oublie les questions d'argent, disons, pour les besoins de la conversation, mais que les gens autour de la table étaient d'accord pour améliorer l'enseignement dans les universités. Quel sujet vous metteriez à l'ordre du jour pour discussion? Je ne vous demande pas d'avoir une réponse. Moi, la question que je poserais, parce que je n'aurais pas de réponse, mais j'aurais des questions, comme j'ai dit tantôt, c'est quelle société voulons-nous avoir demain? Moi, je pense que c'est la question fondamentale. Vers quoi on veut aller? Connaissant notre passé, connaissant où nous sommes rendus, vers où voulons-nous aller? Quel genre de société voulons-nous bâtir? Et là, je pense qu'on peut commencer à discuter. Et à commencer, après ça, le jour où on aura établi vers quoi on veut aller, prendre les moyens pour y arriver. Et là, peut-être que ça va changer complètement nos programmes de formation. Et qu'on va s'intéresser peut-être à beaucoup plus de choses importantes que des choses économiques. Je ne dis pas que les choses économiques ne sont pas importantes. Moi, j'aime bien toucher ma paye aux 2 semaines, comme tout le monde. Là. Mais je pense qu'on a un débat majeur entre les mains là, à ce moment-là, lorsqu'on a posé cette question-là. J'imagine que vous avez déjà réfléchi quand même un peu à cette question-là vous-même. Là. Et sur la base de cette réflexion-là, si on essayait de déterminer, en fonction de ça, ce qui devrait faire partie d'une formation universitaire de qualité, en ce moment-là, là où vous en êtes rendu dans votre... C'est une question à développement majeur auquel je ne peux pas répondre en tant qu'expert.
C'est évident. Mon point de vue là-dessus, je pense que ça rejoint un petit peu ce que j'ai mentionné depuis le début, c'est-à-dire que on doit amener nos étudiants à réfléchir, à se poser des questions, des bonnes questions. Et c'est là, je pense, qu'il est tout le travail d'un professeur en ce qui concerne là, le matériel pédagogique qu'il a développé. Donc, dans une approche par problème et par projet, je pense qu'on doit soumettre à nos étudiants des problématiques qui dépassent largement le cadre technique, tout en ayant des dimensions techniques, évidemment. On est une école de génie, dans mon cas. C'est sûr qu'ils ont une base de connaissances techniques à acquérir, puis des compétences à aller chercher. Mais on doit ouvrir. Et on doit amener les étudiants à se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'on va les amener à trouver des réponses, mais au moins, je pense que les 8 sessions d'études qu'ils passent avec nous, ils devraient ressortir avec un bon bagage de questionnement, ce que je mentionnais un peu tout à l'heure. Sortir de l'université en ayant des questions à poser à la société, questions à poser aux employeurs, se poser soi-même des questions pour voir s'il n'y a pas des choses à changer, essentiellement. Donc, ce n'est pas individuellement qu'on peut arriver à faire ça, c'est collectivement. Moi, je me sens bien démuni là, de prendre ce problème-là puis essayer de le résoudre par moi-même. C'est impossible. Il me prend bien plus le goût de décrocher puis de m'en aller dans le fin fond des bois puis de dire « moi, je lâche tout » que de m'embarquer là-dedans tout seul. C'est quelque chose, c'est colossal comme projet. Donc, une formation de qualité devrait être bâtie en collégialité. Absolument. Ça, c'est Puis c'est pas, dans mon esprit, collégialité, une université par rapport à une autre université. Je pense que c'est collectivement toute la société au complet qui doit se mettre à réfléchir où on veut s'en aller comme ça. Je fais juste regarder les dernières statistiques qui ont sorti, par exemple, sur le taux de réussite au secondaire. Ah oui, je trouve ça dramatique. C'est que nos jeunes, 50 ne réussissent pas, abandonnent. Je me dis, vers où on s'en va? Où est-ce qu'il y a le malaise? Il y a quelque chose à quelque part, là. C'est pas juste à l'université qu'on peut régler le problème, là. C'est général. Sauf qu'à l'université, on forme aussi des formateurs qui s'en vont enseigner dans les écoles primaires, secondaires, collégiales. Alors, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Je ne pense pas de voir le résultat de mon vivant de cette réflexion-là. Si on se rapporte à un programme de formation, par exemple, et qu'on voulait essayer de déterminer les caractéristiques d'un programme de qualité, d'une formation de qualité, vous verriez quoi comme caractéristique principale d'une formation, d'un programme de formation de qualité? Bien, je reviens toujours à mes mêmes remarques, finalement. C'est sûr que dans un programme de formation professionnelle, il doit y avoir un noyau dur de compétences professionnelles, entre guillemets, techniques. Mais au-delà de ça, il doit s'ajouter des couches, comme on mentionnait tout à l'heure. Une vision plus large comme l'éthique, les éléments sociaux qui peuvent, dans lesquels baigne, par exemple, un projet d'ingénierie, oui. Des choses comme ça. Je veux dire, quand on amène nos étudiants à concevoir un nouveau produit, pas juste les faire travailler sur l'aspect technique, se poser des questions, savoir, ça sert-tu à quelque chose qu'on est en train de faire là? C'est-tu un gadget technologique qui n'apporte rien à la société? Moi, j'aime bien quand on fait travailler nos étudiants sur des projets qui ont un certain rapport avec le mieux-être de la société. Je pense, par exemple, en première session d'études, nos étudiants travaillent sur des robots jouets pour des enfants souffrant d'autisme. C'est une cause sociale intéressante. Je pense que si dans chaque session d'études, on développe des projets avec des étudiants comme ça qui touchent des dimensions sociales, ça va sensibiliser nos étudiants comme quoi un ingénieur, ça peut être autre chose que de la technique, puis que ça a un plus à apporter à la société. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense qu'un programme, en tout cas, un programme de formation en génie, peut être de qualité, c'est-à-dire qu'en touchant les aspects directement reliés au mieux-être de la société, autre qu'économique. En terminant, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de la réforme
à laquelle vous avez participé dans votre département, pour essayer de mettre en évidence les acquis, ce que vous avez retenu, et peut-être pour illustrer qu'une telle démarche est un investissement intéressant pour une équipe de professeurs, parce que je comprends que c'est ce que vous pensez, là. Alors, peut-être nous expliquer un peu en quoi cette démarche-là est un plus pour une équipe de professeurs qui souhaiterait aller dans ce sens-là. Bien, j'aimerais d'abord dire que c'est un plus pour les étudiants. Moi, là, je suis vendu à la méthode. Ça ne veut pas dire que la méthode est parfaite. Okay? Il reste beaucoup de choses à faire dans notre réforme, mais ce que je vois comme résultat, c'est la motivation que les étudiants ont. Les étudiants, là, par rapport à ce que j'ai connu, moi, précédemment, où on devait pousser des étudiants à travailler, là, c'est plus l'inverse. Il faut faire attention à ce qui ne s'embarque pas trop. Donc, il faut, je reviens à ce que je mentionnais tantôt, là, il doit avoir du temps libre, ces étudiants-là, à un moment donné, pour réfléchir. Donc, à l'heure actuelle, là, ils s'embarquent là, pleinement. Donc, ils sont motivés à apprendre. Il s'agit qu'on leur donne une problématique à résoudre intéressante, puis c'est parti. Donc, pour un professeur comme moi qui a connu les deux régimes, je trouve ça fantastique. Puis, je les regarde aller, nos étudiants, puis ce qu'on leur fait faire, finalement, c'est la meilleure partie qu'on faisait avant, qu'on se gardait pour nous-mêmes. Donc, c'est eux maintenant qui s'en vont chercher l'information, qui décortiquent l'information dont ils ont besoin pour résoudre le problème. Ils discutent entre eux. On leur donne la chance de prendre la parole, de valider auprès de d'autres étudiants ce qu'ils ont acquis. Donc ça, là, je pense que c'est merveilleux dans ce sens-là. Pour les professeurs, c'est aussi, moi, en tout cas, c'est l'expérience peut-être la plus intense que j'ai vécue comme professeur. Je me souviendrai toujours de la première session. Là, j'étais le coordonnateur de la première session d'études de la réforme. Et l'équipe professorale de la première session qu'on avait à ce moment-là, c'était fantastique. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense comme professeur avec des confrères qu'à ce moment-là. Donc, je pense que c'est très, très motivant. Ça demande énormément, par contre, de temps. Et c'est pour ça que je vois aller les jeunes chercheurs, puis j'en comprends. Je les comprends, qui ne peuvent pas s'investir à 100% dans la réforme aussi, parce qu'on leur demande tellement du côté recherche qu'il faut qu'à un moment donné, ils séparent le temps. Mais c'est une expérience intéressante à vivre en équipe. Parce que j'ai dit tantôt, c'est impossible de vivre ça tout seul. Donc, mais ça demande une formation. Il faut, je pense, pas avoir peur comme professeur de dire, OK, je n'ai pas les compétences actuellement qu'il faut pour m'embarquer dans un projet comme celui-là. À la gang, on va aller les chercher, les compétences, on va se former, puis on va mettre en application la démarche, puis ça fonctionne. Beau projet. Beau projet. Je crois que vous allez réussir à intéresser plusieurs personnes à cette nouvelle approche. Noël Boutin, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir.